Le Québec serait-il bloqué? Plusieurs ont exprimé leur avis là-dessus. L'ancien premier ministre Lucien Bouchard, la présidente de la Chambre de commerce du Québec Françoise Bertrand, le président fondateur du Cirque du Soleil Guy Laliberté, et encore bien d'autres qui ont déploré l'incapacité de lancer des projets au Québec. Alors d'où vient ce refus et pourquoi les opposants disent-ils non? Est-ce une opposition au développement ou à un certain type de développement? Dominique Poirier reçoit la porte-parole de Québec solidaire, Françoise David. Mais d'abord, Julie Miville-Dechaine et Marie-Ève Bédard nous soumettent le cas d'un projet bien particulier. Cette horloge, bien des Montréalais la connaissent. Elle surplombe l'usine désaffectée de l'Imperial Tobacco, en bordure de l'autoroute et du quartier pauvre de Saint-Henri. Un promoteur immobilier s'y est intéressé il y a 1 an et a investi des centaines de milliers de dollars pour présenter un projet socialement acceptable. Le bâtiment actuel est tout recouvert de métal, mais c'est un bâtiment qui a été construit au début du 20e siècle, qui avait une facture très industrielle. Au fond, c'est la facture en dessous du revêtement de métal, c'est une facture. Donc, nous, on vient restaurer et ramener la facture industrielle. C'est que l'Impérial a toute une histoire. Des générations d'ouvriers de Saint-Henri y ont travaillé. Les conditions y étaient meilleures qu'aux alentours. C'était surtout le dernier symbole de la vitalité industrielle de ce quartier. En 2003, c'est le choc. 580 emplois disparaissent. Prével voit là une bonne occasion d'affaires. Les élus municipaux fixent une condition à leur appui. Le promoteur devra inclure du logement modique et abordable dans son projet de 480 condos. En bon citoyen corporatif, on est arrivé à accepter cette mesure-là. On savait qu'on devait inclure du logement social, mais d'inclure 15% de logement social, c'est quand même très exigeant. Comme on est les premiers à faire ça, d'appliquer cette politique-là, il faut comprendre qu'aujourd'hui, au jour 1, nos compétiteurs n'ont pas cette contrainte-là, donc n'ont pas cette charge-là, parce qu'il y a un coût à faire du logement social qu'on reporte sur le prix des unités. Prével joue le jeu et négocie le nombre et la superficie des logements sociaux avec un groupe communautaire pragmatique, dont c'est la mission. La négociation s'est très bien passée avec le promoteur d'Imperial Tobacco. On regardait ensemble, on a parti peut-être d'une 60aine d'unités pour le monter à 78. Donc 78 logements, c'est un pas de plus vers du logement pour tout le monde, accessible à des prix abordables. C'est une première. C'est la première fois effectivement qu'à Montréal, on réalise là, cette connexion entre le communautaire et le privé pour bâtir du logement social. Une première, car jusqu'à maintenant, à Saint-Henri, les investisseurs ont construit beaucoup de condos de luxe le long du canal Lachine, sans réserver d'espace aux démunis du quartier. 78 logements, c'est 4 grosses cohortes. C'est pas à dédaigner, ça. Et si on est capable de le faire avec cet entrepreneur privé, on pourra le faire avec d'autres entrepreneurs privés. Ça inclut aussi la réunion... Un compromis inacceptable aux yeux du comité logement très militant de Saint-Henri, le POPIR. Il dit parler au nom de ses membres. 150 locataires au bas de l'échelle. On trouve que 78 logements, c'est pas suffisant quand on considère que dans le quartier Saint-Henri seulement, il y a 1100 ménages qui consacrent plus de la moitié de leurs revenus pour le logement. Le principal problème, c'est le fait de rajouter dans le quartier Saint-Henri 400 nouveaux condominiums, certains abordables, certains moins. En mars, le POPIR réussit à convaincre la majorité des 20 groupes populaires du quartier de rejeter en bloc le projet Prével. Nous, on voulait en faire une lutte prioritaire aussi pour Solidarité Saint-Henri parce qu'on considère qu'Imperial Tobacco, c'est un levier tellement important du développement du quartier puis qui va avoir des impacts. On estime qu'en étant en mesure de bloquer le projet, ça va nous permettre aussi éventuellement d'aller pouvoir y développer le projet alternatif sur lequel nous, on a commencé à travailler. C'est tout ça aussi qui aurait d'immenses fenêtres. La solution de rechange du POPIR, c'est de demander au gouvernement de racheter l'usine et d'en faire un complexe d'habitation pour les démunis. L'ex-premier ministre Bernard Landry juge que ce blocage est un bon exemple de ce qui ne tourne pas rond au Québec. C'est essayer l'économie planifiée, centralisée, les moyens de production dans les mains de l'État, ça ne marche pas. Alors les promoteurs immobiliers, capitalistes,
doivent être surveillés, normés, mais doivent aussi être appuyés quand ils ont des projets qui servent la société. Cette bataille idéologique dépasse de loin le projet de l'Imperial Tobacco. Le POPIR est en effet membre du FRAPRU, un front populaire d'action qui dénonce sur tous les toits le fait que les gouvernements comptent sur l'entreprise privée plutôt que de construire eux-mêmes des HLM en série. Moi, je les ai écoutés. On n'est quand même pas pour faire un ghetto de 480 logements sociaux. On n'en veut pas de ghetto de logements sociaux. Ça s'inscrit, les logements sociaux se glissent, se sont mêlés à l'ensemble des autres types de logements. On a comme exemple les shoppingus. C'est une réussite de mixité sociale. Mais cette idée de faire cohabiter dans un même édifice des familles pauvres et de classe moyenne ne trouve pas grâce aux yeux des comités logements. L'argument de la cohabitation, ça n'a pas vraiment donné de rapprochement ou quoi que ce soit, parce que les gens ne se parlent pas, les gens n'envoient pas leurs enfants au même service de garde, n'envoient pas leurs enfants aux mêmes écoles. Avec tout le respect qu'on peut avoir pour ces gens-là, parce qu'on n'enlève pas de logements, là, on vient ajouter des nouveaux logements. On ajoute d'abord 78 logements sociaux, des logements abordables. D'ailleurs, Prével a gagné un prix d'urbanisme pour ce concept de reconversion d'usine. Tous les toitures vont être en matériaux réfléchissants, donc qui va diminuer l'aspect chaleur. 50% des eaux de pluie sont récupérées pour faire de l'irrigation des jardins. On a des jardins ici au centre. Le projet devait d'ailleurs être à l'honneur à l'exposition Montréal du futur ce printemps. Mais on a retiré les esquisses car le POPIR menaçait de faire du piquetage pour y dénoncer Prével. C'est un type de développement avec lequel nous, on n'est pas à l'aise. C'est un type de développement qui met en avant la rentabilité. Pour faire échec à cette logique de la rentabilité, les opposants ont une arme. Ils ont commencé à amasser des signatures pour forcer la ville à tenir un référendum parmi les 450 voisins de l'Imperial Tobacco. Lorsque 12 personnes peuvent venir signer pour bloquer un projet de 80 millions de dollars, toutes les qualités qu'on peut y croire, il y a une problématique qui nous fait craindre un peu qu'on s'en va vers un immobilisme. Ça donne en quelque sorte un pouvoir de vie ou de mort sur le projet. Parce que s'il y avait suffisamment de personnes qui demandaient le référendum et que par la suite, il y avait suffisamment de personnes qui votaient contre le projet au référendum, la ville n'aurait pas d'autre choix que d'abandonner ou de retirer son projet. Le POPIR est un des nombreux groupes communautaires qui ont été impliqués dans la lutte contre le casino, dans le quartier voisin de Pointe-Saint-Charles. Une bataille gagnée haut la main. Il faut être prudent. Le nonisme, là, de dire non à tout de façon systématique, c'est contredire même le développement durable. Parce que dans le développement durable, il y a le mot développement, n'est-ce pas? Si on bloque tout, les premiers à souffrir, ce sont les pauvres. Or, les capitalistes, ils sont mondiaux, ils vont aller ailleurs, c'est tout. Tu veux pas d'usine ici, ok, on va en faire ailleurs. Mais les travailleurs, les classes moyennes et les pauvres sont les premiers frappés par ce nonisme systématique. L'ex-premier ministre a même tenu à féliciter personnellement ce professeur de cégep, auteur d'un article qui en a hérissé plusieurs, Les éteignoirs. Il y caricature tous ceux qui font de l'obstruction au développement. Alors l'anticapitaliste, c'est quelqu'un qui vit un peu sur la pensée magique, qui trouve que le profit c'est dégueulasse, que l'argent c'est sale. Le deuxième personnage, c'est l'apparatchik des groupes populaires. Donc tout projet qui risque de ne pas combler les inégalités ou même de les accroître est à détruire dans l'œuf. L'écologiste que j'ai dénoncé dans le texte, c'est l'écologiste de type édéniste. Celui qui cherche un retour au passé, un retour au paradis. Ce que j'aimais, c'est l'intuition que notre société est en train de développer un travers qui pouvait être très néfaste. Et si à chaque fois qu'une activité humaine va toucher le moindre végétal ou apeurer le moindre animal, on l'arrête, on va arrêter nos sociétés. Consulter la population ne suffit pas toujours pour calmer le jeu. Prenons le cas d'Ultramar. La pétrolière transporte par train son essence raffinée de Lévis vers Montréal. Mais son volume d'affaires a doublé et les trains, ça déraille. Ultramar propose donc de construire un pipeline souterrain, plus sécuritaire, entre les deux villes.
On a tenu environ, je vous dirais, 60-70 rencontres d'information. Consulter la population, consulter les municipalités, les ministères impliqués et voir avec eux quel serait le tracé qui aurait moindre impact sur autant la population que l'environnement. 1 an de consultation préliminaire pour en arriver à ce tracé, alors qu'aucune loi n'obligeait Ultramar à procéder ainsi. Rien de tout cela ne convainc un groupe d'agriculteurs et de propriétaires forestiers. On perd des revenus futurs parce qu'on n'a plus le droit de rien mettre là-dessus. La première des actions, on va boycotter, on demande à nos membres de boycotter Ultramar pour signifier à Ultramar notre mécontentement. Ces mécontents, dont le nombre est difficile à évaluer, vont mettre du sable dans l'engrenage des audiences environnementales à venir. Ils s'objectent aussi à la loi 229, qui accorde un pouvoir d'expropriation à Ultramar. L'Assemblée nationale l'a pourtant adopté à l'unanimité. On veut des projets au Québec, on veut de l'emploi, on veut de l'énergie, si on parle de notre secteur à nous, on veut de l'énergie la moins chère possible. On voudrait des raffineries, mais je vous invite à me trouver un endroit où on voudrait en construire une, où les gens nous laisseraient en construire une. Donc les gens ont un réflexe où, oui, on est d'accord, mais pas chez nous, pas dans ma cour. Le syndrome pas dans ma cour est très, très fort. Nous, on n'a pas le mandat de nos membres de négocier avec Ultramar. Le mandat qu'on a, nous, c'est de tout mettre en œuvre pour faire abolir la loi 229. Négocier ou bloquer les projets de développement. Un dilemme qui divise les groupes populaires de Saint-Henri. Il y a bien eu un essai tardif de négocier avec le promoteur pour avoir plus de logements sociaux. Prével n'a pas bougé. Il est clair que ce projet de condo ne soulève pas autant d'opposition chez les simples citoyens. J'ai rien contre ça. Même on a fait une pétition pour le monsieur à côté, pour des condos. Donc, à un moment donné, c'est sûr qu'on stanne, le ton lève, les gens aussi. Au cours d'une séance houleuse, le conseil d'arrondissement vient tout juste d'annoncer que Prével a recueilli les signatures d'une majorité de voisins qui renoncent à la tenue d'un référendum. Le promoteur s'est servi d'une clause méconnue de la loi pour battre les groupes populaires sur leur propre terrain. On sait que dans les médias, souvent on démonise les groupes communautaires, donc tout va bien pour nous. Qu'est-ce que vous voulez? Peut-être qu'on est redondant avec nos visions de lutte à la pauvreté, nos valeurs collectives, justice sociale. On veut un développement qui va permettre à tous, et ça au-delà de leurs revenus, de pouvoir vivre. Les groupes communautaires ont donc perdu leur arme ultime, le référendum. Ils vont passer à d'autres luttes, sans pour autant remettre en cause leur stratégie. Alors, bonsoir mesdames et messieurs. Nous poursuivons maintenant avec Françoise David, l'une des deux porte-parole du Parti Québec solidaire. Bonsoir madame David. Bonsoir. Écoutez, tout d'abord, j'aimerais quand même vous faire réagir un peu au projet Prével. Est-ce que vous trouvez l'opposition du POPIR raisonnable? Je ne veux pas me prononcer en profondeur sur ce projet que je connais très peu et très mal. Il y a visiblement incompréhension assez grande, je pense, entre le POPIR et le promoteur. Je peux comprendre le POPIR qui, depuis tellement d'années, lutte pour avoir des logements abordables dans ce quartier où vivent une majorité de personnes pauvres. Et puis, je comprends aussi, dans une certaine mesure, le point de vue du promoteur. Alors, visiblement, il y a là un dialogue rompu, ça n'a pas marché, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut jamais marcher. Oui, c'est justement la question qu'on peut aussi se poser, parce que c'était un exemple qui sert aussi d'exemple au chapeau qu'on vous fait porter ces temps-ci. Je dis vous, parce que vous représentez les groupes communautaires, sociaux, écologiques, etc. Donc, les gens qui plongent le Québec dans l'immobilisme. Non, écoutez là, le Québec ne s'immobilise pas. Le Québec se démocratise, ce n'est pas la même chose. Je trouve très sain, moi, que des gens, groupes communautaires, comités de citoyens aussi, groupes écologistes, un peu partout au Québec, se lèvent et disent « tel projet, on n'en veut pas, on préfère autre chose ». Ce que les gens disent, c'est pas « on ne veut rien faire », c'est pas « on ne veut pas de projet ». Ils disent « on veut des projets socialement acceptables et écologiquement viables ». C'est complètement différent. Mais est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que ça existe des projets de développement qui ne viennent pas un peu bousculer, que ce soit l'environnement, que ce soit l'humain, que ce soit... Est-ce que... Vous allez peut-être me parler de l'éolienne, mais même l'éolienne, il y a des gens en Gaspésie là, qui trouvent que, bon, ça prend de la place, ça fait du bruit aussi, c'est pas très beau dans le paysage. Par définition, et Bernard Landry le dit un peu aussi, du développement, est-ce que ça ne vient pas déjà un peu bousculer? Mais tout le monde va admettre ça, et moi je trouve ça extrêmement réducteur de la part de M. Landry de se joindre à ce que M. Sans Façon, la semaine dernière, appelait le cœur des pleureuses, donc le Parti libéral, et puis là c'est M. Landry,
parler, et puis les promoteurs, et puis les développeurs, ils disent, ah ben là, dès qu'on dérange un héron ou une outarde, là, les gens pleurent, les gens crient. C'est pas ça la question. Tout le monde sait bien que dès qu'on met en place un projet, il y a forcément un impact au moins minimum sur l'environnement. Ce que les gens disent, c'est limitons l'impact au maximum. Alors, par exemple, Orford, les gens ne disent pas on ne veut pas de centre de ski. Les gens disent on ne vendra pas une montagne pour rendre un centre de ski rentable. C'est complètement différent. Oui, mais quand c'est pas Orford, c'est le casino. C'est pas le casino, c'est la rivière Rupert. Si on se demande où le port Métanier, est-ce qu'il y a un projet qui trouve grâce aux yeux des gens de la gauche ou des groupes plus communautaires? On a l'impression que non. Eh bien oui, pourtant, je pense que c'est parce que tous ces gens-là là, qui nous pleurent dans le visage, là, ils les ont pas regardés. Il y en a un projet, ça s'appelle le projet du Massif, à Petite-Rivière-Saint-François, là, au nord de Québec, au nord-est de Québec. Le promoteur a réussi à s'entendre avec les gens de la population, avec les groupes écologistes. Il est prêt à faire un développement autour du Massif qui respecte l'environnement. Savez-vous qui n'est pas au rendez-vous? Intéressant. Le gouvernement du Québec et le gouvernement d'Ottawa. Et j'aimerais vous rappeler un souvenir, Madame Poirier. Ici même, sur les terrains de Radio-Canada, il y a eu, il y a quelques années, entente entre des groupes communautaires et un promoteur pour construction de condos sur ces terrains-ci où il y aurait du logement social et abordable. Et cette fois-là, ce ne sont pas les groupes communautaires qui ont bloqué le projet, c'est Radio-Canada et le promoteur qui ne se sont pas entendus. Donc, attention à tout le temps blâmer les groupes communautaires. Oui, peut-être, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme de péril en la demeure? Je regardais des chiffres de Statistique Canada pour 2006. On parle de la croissance de l'investissement au Canada. Le Québec arrive en 10e position. Pour 2006, investissement privé-public prévu, 0,9 %. On est au 10e rang. Il semble qu'il n'y en a pas d'investissement. On dirait qu'il y a à peu près rien qui se fait et qui peut se faire. Et pourtant, nous avons au Québec de riches promoteurs, de riches gens d'affaires qui pourraient parfaitement investir avec l'accord des populations. C'est ça la question. En allant les voir, en parlant avec les populations dans des projets qui seraient bien sûr viables économiquement, mais qui seraient viables aussi écologiquement. Moi, je pense à des méga projets de transport en commun, par exemple. Oui, bien sûr, je pense à l'éolienne, mais à l'éolienne qu'on va construire avec la participation des populations concernées. Mais est-ce que vous êtes quand même d'accord pour dire qu'au sein de la gauche, il y a encore peut-être un conservatisme trop grand, le conservatisme de la gauche qui est tellement méfiant face à tout projet de développement? C'est comme instantané. Je ne suis pas d'accord. Vous avez vu la gauche s'objecter à la construction de la grande bibliothèque. Vous avez vu des méga manifestations, par exemple, devant le Technopôle Angus. Vous avez vu des lignes de piquetage devant des coopératives. J'en ai visité dernièrement, moi, des magnifiques projets d'économie sociale. La gauche veut conserver l'environnement, mais la gauche est prête à faire d'audace et d'innovation lorsque, par exemple, elle dit il faut gérer la forêt plus collectivement au bénéfice de tout le monde. Il faut de l'éolienne, mais on va le faire ensemble. Il faut des grands chantiers de transport en commun. C'est probablement trop innovateur, je ne sais pas, les gouvernements n'ont pas l'air d'embarquer. Madame Françoise David, je vous remercie beaucoup d'être venue parler ce soir. Merci. Ici Pierre Duchesne, à Québec. Demain soir au Point, qui est André Boisclair?